Alors bonjour, bienvenue à cette capsule, la quatrième capsule en fait, du chapitre 1. Donc dans cette capsule, on va regarder un petit peu plus en détail les chiffres qu'on peut avoir en chimie, puis d'où est-ce qu'ils viennent, soit les instruments ou les appareils qu'on va utiliser. Parce que les valeurs qu'on va obtenir, qu'on va utiliser, oui, il y a quand même un peu de mathématiques euh, qu'on va faire dans le cours, mais ce qui est important, c'est qu'en sciences, toutes les valeurs, tous les chiffres qu'on obtient ont une importance, une signification, parce qu'ils proviennent d'appareils ou d'instruments. Donc, ils ont des unités, ils sont reliés à quelque chose qu'on veut connaître. Donc, dans la dernière capsule, je vais parler un petit peu des chiffres significatifs. Donc, c'est un des concepts que vous avez probablement vu dans le document PDF que je vous ai demandé de compléter pour le laboratoire de la semaine 1 sur les valeurs numériques. Donc, c'est déjà introduit là-dedans, mais je vous en ai reparlé un petit peu dans la capsule 3. Et là, aujourd'hui, on va continuer là-dessus sur les chiffres, leur signification, plus par rapport vraiment aux appareils. Donc, lorsqu'on va avoir des valeurs numériques qui proviennent d'appareils qui ont une incertitude, donc selon leur précision, qu'est-ce que ça veut dire justement ces termes-là de si un appareil est précis ou non? Okay? Donc, lorsqu'on parle de précision, on va aussi parler d'exactitude pour la prise de données, une prise de mesure, surtout en laboratoire. La précision, c'est qu'on parle lorsqu'on prend plusieurs mesures, et on veut savoir est-ce que lorsque je prends plusieurs mesures d'un même échantillon, par exemple, est-ce qu'ils sont toutes pas mal proches les unes des autres? Est-ce que je m'attendrais à ce que ça soit pas mal la même chose? OK? Donc, si je prends je sais pas moi, un instrument, par exemple une balance, puis que je mesure euh, des poids qui doivent tous peser la même chose. Je me rends compte que ça me donne pas exactement tout le temps la même valeur. Il y a un gros écart, à ce moment-là, ça veut dire que la précision de la balance n'est pas très très bonne. Généralement, la précision de l'appareil est associée à justement son incertitude sur la mesure. Donc, ça ici, quand on vous dit que l'incertitude, si vous avez une grosse incertitude, donc on ne va pas garder beaucoup de chiffres sur la valeur qu'on obtient de l'appareil, ça veut dire que l'appareil n'est pas très très précis parce qu'il s'arrête tôt. Tandis que si on a un appareil qui nous donne plus de chiffres significatifs, à ce moment-là, on a généralement un appareil qui est plus précis. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est avoir des écarts très petits, donc les données qui soient recueillies vraiment proches de notre valeur, par exemple notre moyenne. Donc, si je prends plusieurs valeurs, j'obtiens ma moyenne. En principe, toutes mes valeurs devraient être pas mal toutes tournées autour de ma moyenne. S'il y a des valeurs qui sont très éloignées les unes des autres, là, ça veut dire que ma façon de faire l'expérience, ça veut dire que les instruments que j'utilise, me donnent pas quelque chose qui est précis. Okay? Je suis pas capable de reproduire toujours les mêmes résultats. Par contre, lorsqu'on parle de l'exactitude, l'exactitude, c'est quelque chose qui est lié à ma valeur moyenne par rapport à ce que je m'attendrais à obtenir de façon théorique. Okay? Par exemple, si je me dis, je m'attends à obtenir une vraie valeur qui est de, par exemple, je sais pas, moi, je regarde une bouteille de vin qui me dit, il y a 15% d'alcool à l'intérieur. Puis je fais ma mesure, puis j'obtiens à la place, je sais pas, 10%. Ça, j'ai un écart entre la valeur que j'obtiens par rapport à la valeur qui est écrite sur la bouteille, par exemple, qui est ma valeur de référence. Donc, lorsque j'ai une différence, c'est ce qu'on appelle ce qui est lié à l'exactitude. Ce qu'on veut, c'est être le plus proche possible de la valeur attendue, de notre valeur de référence. Lorsqu'on est proche, généralement, c'est qu'on est exact. Si on est très éloigné, on n'est pas très exact. Okay? Ça va venir souvent avec... ça peut venir de la calibration de l'appareil qui est utilisé.
Ça peut venir aussi des mesures de référence. Donc, si jamais vous avez des mauvaises mesures de référence, des mauvaises valeurs, je veux dire, de référence, ben à ce moment-là, ça peut vous mettre en erreur par rapport à ce qu'on devrait obtenir. Donc, si, par exemple, quelqu'un ment sur le pourcentage qu'on devrait avoir en alcool, ben c'est sûr qu'on n'obtiendra pas ce pourcentage-là, puisque c'est pas la réalité. Et donc, ça, c'est une des possibilités. Puis l'autre chose, c'est si on répète si on répète la mesure avec, par exemple, des appareils qui sont différents. Mais à ce moment-là, on peut avoir des variations quand même assez importantes dans nos valeurs. Puis il faut s'assurer que ben, c'est pas l'appareil qui était pas bien standardisé. Fait que des fois, on va essayer de voir c'est quoi qui était le problème. Est-ce que c'était notre façon de prendre notre échantillon? Est-ce que c'était les appareils que j'utilisais? Est-ce que c'était ma méthode de travail? Donc des fois aussi, on peut faire des erreurs par nous-mêmes qui peuvent généralement faire en sorte que nos valeurs soient trop éloignées. Donc on veut le plus proche possible. Si je vous montre une façon visuelle de voir ça, bien, vous avez ici des dards. Et ce qu'on veut, généralement, ben, c'est deux choses. En science, on veut que nos valeurs soient rapprochées les unes des autres et on veut qu'elles soient le plus proches possible de la vraie valeur. Admettons qu'ici, la vraie valeur, c'est le centre. Donc, mon point est rouge. J'ai 3 essais, donc mes 3 dards. Ici, quand on les regarde, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les 3 dards sont pas pantoute proches les uns des autres. OK? Donc, ils sont pas regroupés. Donc, s'ils sont pas regroupés, c'est que j'ai pas une bonne précision. Je suis pas précis sur comment j'ai mes résultats. Puis, ils sont loin aussi du point rouge, donc j'ai pas une bonne exactitude. Par contre, cette fois-ci, dans la deuxième, dans le B, tout est rapproché. Donc, ça veut dire que j'ai une grande précision. Ça veut dire que mon appareil, généralement, probablement qu'il me donne toujours pas mal le même résultat. Sauf que le résultat est toujours loin de qu'est-ce que je m'attends. Fait que soit que comment je travaille, c'est pas correct, c'est pas convenable, il y a quelque chose que je fais de pas correct, je fais une erreur tout le temps de manipulation, ou encore l'appareil est mal calibré, puis il me donne toujours des valeurs qui sont éloignées, mais même s'il est mal calibré, il me donne tout le temps des valeurs à peu près similaires. Ça peut arriver. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver d'autre, c'est que vous soyez chanceux et que vous lanciez vos 3 essais et qu'ils soient tous pas mal proches du centre de qu'est-ce qu'on s'attend. Mais ça, c'est parce que la moyenne, si je fais la moyenne des 3, ça me donne à peu près le centre. Mais on voit que les 3 sont pas dans le centre, sont pas proches les unes des autres. C'est-à-dire que par total hasard, j'ai une bonne exactitude, mais je suis pas précis en tout. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se produire. Donc il faut généralement toujours avoir les deux. Il faut quand même être bien précis, il faut que nos valeurs soient proches les unes des autres. Si vous avez des valeurs qui sont très éloignées des unes des autres, puis vous faites la moyenne, puis ça vous donne la bonne valeur, c'est vraiment une chance, c'est vraiment un coup de luck. Okay? Ce qu'on veut, c'est vraiment le D ici, une grande exactitude, une grande précision. Alors, les instruments, les appareils que vous allez utiliser. Dès le laboratoire, le premier laboratoire va porter justement sur les incertitudes des appareils, puis comment les nommer, comment prendre les valeurs. Ça va être très très important de savoir justement c'est quoi, comment on peut obtenir ces incertitudes-là. D'où est-ce qu'ils viennent? Ben, les incertitudes des appareils, c'est généralement ce qui va suivre notre valeur obtenue, c'est-à-dire notre lecture. Donc si je lis sur une balance, que ma valeur que je vois, c'est 1,15, ben, je vais ensuite écrire, après le 1,15, plus ou moins, puis ce qui va suivre le plus ou moins, donc ça c'est le signe plus ou moins, c'est un plus avec un moins tout de suite en dessous. Après ça, j'écris l'incertitude et les unités. Donc ce qu'il faut éviter, c'est d'écrire la valeur avec des unités, puis ensuite le plus ou moins, une incertitude, puis les unités. Donc on essaie de ne pas répéter les unités. Okay? On les met juste à la fin de l'incertitude. Parce que la mesure et l'incertitude qui
qui vont suivre, ben, sont avec la même unité. Okay? Puis, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut que votre valeur, qui va se trouver avant le plus ou moins, et l'incertitude aient le même nombre de décimales. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Comment maintenant je peux regarder un appareil et savoir c'est quoi son incertitude? Ben, il y a des règles. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, en fait, c'est la dernière qui est écrite ici. Il y a plusieurs instruments de laboratoire qui ont déjà une incertitude qui a été établie par le manufacturier. Ils sont déjà calibrés d'une certaine manière. Ces instruments-là font partie de la liste qui est sur l'annexe 1 du guide des laboratoires que je vous ai présenté dans la vidéo sur les sécurités de laboratoire, donc qui indiquait le guide de laboratoire. Donc, dans l'annexe 1, la première chose que vous allez regarder lorsque vous allez être au laboratoire. Généralement, il y a des feuilles de l'annexe 1 qui sont présentes sur les murs du laboratoire, près de l'entrée, puis il y en a une dans le fond du laboratoire. Mais si vous voulez transporter votre propre annexe, juste une page, là, au fond, l'annexe imprimée, avec les incertitudes de chaque appareil. C'est pas tous les appareils, là, mais c'est une liste d'appareils. Ben, vous pouvez l'amener, ça peut vous aider à justement savoir. Donc, la première chose que vous allez regarder, c'est là, est-ce que mon appareil est présent dans la liste? Si oui, mais généralement, vous allez avoir directement l'incertitude dans le tableau. Donc, par exemple, si j'ai une pipette de 10,00 ml, il y a une incertitude qui est préétablie par le manufacturier qui est de 0,02 ml. Si jamais votre appareil n'est pas dans la liste, c'est là que vous allez faire appel à une des 2 autres possibilités. La première règle, c'est si on regarde un appareil qui a des graduations. La deuxième, c'est si je regarde un appareil qui est numérique, digital. Donc, ça va être la différence entre les deux. Donc, si l'appareil, l'instrument, n'est pas dans la liste, vous devez regarder s'il est gradué ou digital. Dans le cas où il est gradué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié de la plus petite division, la plus petite graduation visible. Donc, si, admettons, là, vous avez une règle, vous regardez votre règle, vous allez voir que, généralement, les petites barres, entre 2 petites barres, c'est 1 mm de différence, soit 0,1 cm. Donc, ça, c'est ma plus petite division. C'est des sauts de 1 mm. L'incertitude, c'est la moitié de cette petite division-là. Donc, la moitié de 1 mm, c'est 0,5 mm. Ou si vous voulez le prendre en centimètres, donc la moitié de 0,1 cm, c'est 0,05 cm. Donc ça, c'est pour les appareils gradués. Dans le cas où vous avez un appareil qui est numérique ou digital, à ce moment-là, il n'y a pas de graduation. Donc on ne peut pas se baser sur cette règle qui était juste au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la place, on va regarder, OK, l'appareil est capable d'afficher quoi comme valeur? Il s'arrête où? Quand il change de valeur, il fait des sauts de combien? Parce que moi, je ne peux pas lire entre les différents sauts. Admettons qu'on a un thermomètre qui est digital. Il m'affiche 25,3 degrés Celsius. Puis qui fait des sauts de 0,1. À chaque fois que ça change, les degrés Celsius, il peut passer de 25,3 à 25,4 par exemple. Mais il ne peut pas me dire que c'est 25,38. Okay? Parce que je ne suis pas capable de lire. Après, ça s'arrête là. À un affichage numérique, ça s'arrête où j'ai le dernier chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que généralement, on va prendre le plus petit saut que l'appareil peut faire, qui est souvent de 1 sur le dernier chiffre qui est lu. Ça veut dire, par exemple ici, 0,1 degrés Celsius. C'est la plus petite valeur qui est mesurable par l'appareil. Parce que je ne peux pas savoir si ça fait des sauts plus petits que 0,1, ça ne va pas me l'afficher. Donc ça, ce sont 3 règles très très importantes pour le laboratoire à connaître. Donc, annexe 1 en premier. Ensuite, si c'est un appareil gradué, la moitié de la plus petite division. Ensuite, si c'est pas gradué, si c'est un appareil digital, on regarde la plus petite mesure possible
donné par l'appareil. Maintenant, avec ces valeurs-là, puis leur incertitude, évidemment, ça va nous limiter sur le nombre de chiffres significatifs que chaque valeur peut avoir. Donc, si mon appareil me limite à 0, à un chiffre après la virgule, admettons, comme on disait, notre thermomètre était à 25,3, oui. Donc ici, mettons que c'est 25,3. Que mon thermomètre s'arrête à une incertitude de 0,1. Donc ça me limite. En 25,3, il y a 1, 2, 3 chiffres significatifs là-dedans. Donc quand je vais faire mes calculs, ça va me limiter parce que ça provient d'un appareil qui a une certaine incertitude. Quand je fais des calculs avec mes chiffres, il va falloir que je fasse attention pour ne pas faire en sorte que les chiffres ils me donnent une certaine précision, puis je ne peux pas délibérément donner une précision plus grande à mes valeurs numériques. Donc, il y a deux possibilités dans vos calculs que vous allez rencontrer par rapport aux chiffres significatifs. Donc, la première, il y a ici, et ça, c'est un autre sujet qui était dans votre le document PDF sur les valeurs numériques. C'est justement les calculs avec les soustractions division, soustraction, addition, excusez, et multiplication ou division. Donc le premier que je parle ici, c'est multiplication et une division. Dans le cas où vous avez une multiplication ou une division, le résultat du calcul ne doit jamais comporter plus de chiffres significatifs que le facteur qui en a le moins. Ça veut dire, si j'ai 2,3 fois 6,21, donc ici c'est juste un exemple, il n'y a pas d'unité, éventuellement on va avoir des unités. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que 2,3 a 2 chiffres significatifs. Tandis que 6,21 a 1, 2, 3 chiffres significatifs. Quand je fais une multiplication, je regarde le nombre de chiffres significatifs, donc c'est pour ça que j'ai regardé ça. 2,3 seulement a 2 chiffres significatifs, donc c'est celui qui en a le moins des deux. C'est donc lui qui va me limiter. Ma réponse est 14,283. Donc ça, si je garde beaucoup de chiffres, ça me donnerait ça. Mais je n'ai pas le droit de garder tous ces chiffres-là. Je dois donner le résultat, donc je dois arrondir. Puisque je suis limité à 2 chiffres significatifs, 1, 4, c'est 2 chiffres significatifs, ça veut dire que le reste, je dois l'enlever. Donc je dois arrondir. Donc la règle pour arrondir, c'est que si ce qui suit est plus petit que 5, j'arrondis vers le bas, donc vers 14. Tandis que si c'est 5 ou plus, j'arrondis vers le haut. Donc dans le cas qui est là, j'arrondis à 14. Parce que 2,3 a juste 2 chiffres significatifs. Donc ça, c'est pour les multiplications. Ça vaut aussi pour les divisions. Puis si je mélange multiplication et division, ça ne change rien. Tout se comporte d'un seul coup avec les chiffres significatifs. Le cas qui est différent, c'est si j'ai des additions ou des soustractions. À ce moment-là, je vais regarder le nombre de décimales. Les décimales, c'est le nombre de chiffres après la virgule. Donc ça, c'est différent des chiffres significatifs, parce que les chiffres significatifs, c'est tous les chiffres après le premier qui est différent de 0. Donc ici, j'ai dans l'exemple 1,12 plus 1,143. Puisque 1,12, il y a deux chiffres après la virgule, donc deux décimales. Et ici, 1,143, il y a 3 décimales. Je dois conserver celui qui en a le moins de décimales pour le résultat final. Donc quand je vais arrondir, il va falloir que je me fie à celui qui en a le moins. C'est celui qui en a juste 2. Donc ici, j'ai seulement 2 décimales dans mon résultat, donc 1,26. C'est pas le nombre de chiffres significatifs, c'est le nombre de décimales lorsqu'on fait les additions. Donc pour arrondir, comme j'ai dit, si c'est inférieur à 5, à ce moment-là, on arrondit vers le bas. Si c'est supérieur ou égal à 5, on arrondit vers le haut. Okay? Donc, c'est ce qu'on fait. Il y a une règle qui est un petit peu plus particulière, c'est que si c'est exactement 5, il y a un partage qui est possible, soit on va regarder le chiffre qui est juste devant le 5. Est-ce que c'est pair ou c'est impair? Puis là, si c'est pair, on laisse
le même, si c'est impair, on change. Moi, je ne vais pas vous demander de l'apprendre, cette règle-là. Juste vous fier à la règle normale pour arrondir. Okay? Comme exercice là-dessus, qu'on va regarder, c'est que vous avez ici une teneur en eau. On veut connaître la teneur en eau, donc le taux d'humidité d'un aliment. Donc, on prend d'abord sa masse initiale, puis après ça, on le déshydrate. C'est-à-dire qu'on enlève toute l'eau par le séchage au four. Donc, vous avez une masse initiale, donc le produit avec son eau à l'intérieur, puis vous avez sa masse finale où on a tout enlevé l'eau. Donc, on vous demande quelle est la quantité d'eau dans l'aliment, donc la masse. Puis après ça, calculer le taux d'humidité en pourcentage. Puis on veut le résultat avec 3 chiffres significatifs. Donc ici, on vous le dit avec combien de chiffres significatifs on veut le résultat. Donc, vous devez utiliser le bon nombre quand vous donnez la réponse. Donc, si vous voulez pratiquer, je vous demanderai de tenter l'exercice. C'est pas trop compliqué généralement. Puis, lorsque vous êtes prêt, donc ça veut dire mettre à pause la vidéo. Et lorsque vous êtes prêt, vous pourrez reprendre la vidéo, la lecture du vidéo pour avoir la réponse. Donc, je vous laisse le temps de mettre à pause. Et puis, voici la réponse pour cet exercice. Alors, pour l'exercice 4, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Je vais juste zoomer un petit peu plus, comme ceci. Donc, la masse d'eau. Pour l'obtenir, vous devez prendre la masse initiale moins la masse sans l'eau. Donc, ça, c'est la masse avec l'eau, puis ça, c'est la masse sans eau. Donc, ce qui va nous rester, en faisant la soustraction, c'est la masse d'eau qu'il y avait à l'intérieur. On a enlevé lors de la déshydratation. Donc, ça ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur qui est là, vu que 3 décimales, parce qu'on fait une soustraction, je regarde le nombre de décimales, 3 décimales, moins 3 décimales, donc on garde le plus petit nombre de décimales, vu que c'est 3 puis 3, ben 3 décimales pour ma réponse. Maintenant, pour le pourcentage d'humidité, j'ai oublié d'écrire la réponse. Je vais juste vous l'écrire. Donc, c'est la façon de calculer, c'est 21,629 grammes, qui est ma réponse à A, divisé par 45,054, qui est mon échantillon de départ. Donc, je veux savoir que ça représentait combien de pourcentage de mon échantillon, l'eau, au départ. Donc, la réponse est de 48,0%. Et là, pour arriver en pourcentage, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'en plus de la division, je dois multiplier par 100. 100, ici, c'est 100%. Donc, quand on multiplie par 100, c'est vraiment toujours pour passer en pourcentage. Quand on multiplie par 100%, c'est comme si on multipliait par 1, parce que c'est 100 divisé par 100, hein, 100%. Pour avoir 3 chiffres significatifs, donc ça nous donne 48,0. Ça, c'était pour l'exercice 4. Donc, si je reviens ici, excusez-moi, au diaporama, comme ceci. Donc ça complète l'exercice 4. Le prochain sujet, quand même assez rapide, comment on calcule une moyenne. Donc une moyenne d'une série de mesures. J'ai plusieurs mesures que j'ai fait parce que j'ai fait plusieurs essais. Je veux calculer, par exemple, la même propriété, même température ou la même masse pour des échantillons similaires. Je veux savoir c'est quoi la moyenne de tous ces échantillons-là. Ben, je vais les additionner puis diviser par le nombre de mesures que j'avais. Ça veut dire que si j'ai 3 températures, je vais additionner les 3 températures puis diviser par 3 qui était le nombre de températures que j'avais pris. Si je prends 5 données, j'additionne les 5 puis je divise par 5. Donc ici, 25,3, 25,6, 25,2. Je les additionne, puis je divise par 3. Ça me donne donc ici 25,4 comme moyenne. C'est pas trop compliqué. Ça devrait être quelque chose que vous avez déjà vu, comment calculer ces moyennes-là. Il y a d'autres méthodes qui existent pour calculer les moyennes.
mais généralement, ça revient pas mal au même. Donc, on va se garder cette méthode simple-là. Dans l'exercice suivant, l'exercice 5, là, je regarde un petit peu deux instruments différents dans lesquels je peux préparer des bonbons à gelée de fruits pour une confiserie. Lorsqu'on fait un test, on détermine que la masse moyenne d'un bonbon est d'une certaine valeur. Puis là, je fais des essais sur deux balances différentes. Donc, je vais obtenir deux moyennes différentes, soit pour la balance 1, j'ai 1,023 g. Pour la balance 2, j'obtiens une moyenne de 1,05 lorsque je fais la moyenne de toutes les masses de bonbons. Clairement, je n'ai pas la même valeur moyenne. Première question qu'on peut se poser, c'est quelle est la balance qui donne le résultat le plus précis? Donc, selon vous, essayez d'y penser sur laquelle des deux qui est la plus précise, entre la 1 et la 2. Puis, la question 2, qui est ici, c'est de calculer la masse moyenne d'un bonbon en faisant la moyenne des deux valeurs qui sont données ici. Donc, faites la moyenne entre balance 1 et balance 2. Puis utilisez le bon nombre de chiffres significatifs lorsque vous allez me donner le résultat à la fin. Donc, encore une fois, ça ne devrait pas être trop long. Dites-moi c'est laquelle la balance la plus précise. Puis faites le calcul moyenne de ces deux valeurs-là. Lorsqu'on les regarde ensemble, ça donne quoi? Donc, je vais vous donner le résultat tout de suite, la réponse. Donc, si vous ne voulez pas la savoir tout de suite, mettez la vidéo à pause. Que je donne la réponse maintenant. Alors, pour l'exercice 5, la réponse, la balance la plus précise, la première balance a le plus de chiffres significatifs. Il sera à 1,023. Donc, ça nous donne 4 chiffres significatifs, contrairement à l'autre qui nous donne seulement 3 chiffres significatifs. Donc, on sera beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que l'incertitude de la balance est plus petite. Donc, l'appareil est le plus précis parce qu'il nous donne le plus de chiffres significatifs. Généralement, un appareil qui a plus de chiffres significatifs est beaucoup plus précis. Puis ici, il nous donne aussi plus de décimales en même temps que le plus de chiffres significatifs. Pour calculer une moyenne, comme je vous ai expliqué juste avant, vous faites la somme des valeurs. Donc ici, j'ai la valeur de ma première balance, la valeur de la deuxième balance. Puisque j'ai juste deux valeurs, je divise par 2, qui me donne une moyenne de 1,04. Pourquoi je serais été à 0,4? C'est qu'ici, j'ai une addition. Fait que j'ai 3 chiffres significatifs, plutôt 3 décimales, excusez-moi. Donc 3 décimales, parce que lorsqu'on regarde une addition, c'est le nombre de décimales qui nous intéresse. Donc 3 décimales, 2 décimales, on doit toujours garder celui qui en a le moins, donc 2 décimales. Quelqu'un pourrait me demander, ben je fais aussi une division avec le chiffre 2. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on fait une division avec, ici, un chiffre comme 2, le 2, c'est très exactement 2. C'est 2,0000000 à l'infini. Parce que je sais que c'est juste deux valeurs. C'est pas le 2 qui est là, c'est pas une valeur qui provient d'un instrument. Donc, il n'y a pas d'incertitude liée à ça. C'est-à-dire qu'il y a un nombre infini de chiffres significatifs. Parce que je ne peux pas avoir une demi-valeur. Hein. J'ai une ou deux valeurs. J'ai pas de milieu. J'ai pas la possibilité d'être entre les deux. Okay? C'est comme quand on fait un compte de personnes. On ne peut pas dire qu'il y a une demi-personne dans une salle. Hein? On va avoir un décompte précis. Donc ça, c'est un chiffre exact. C'est pour ça qu'on ne fait pas référence à ça lorsqu'on regarde le nombre de chiffres significatifs. Ça va arriver de temps en temps lorsque vous divisez par un nombre exact. Je reviens donc à la présentation. On en était rendu tout de suite après l'exercice 5. Donc, je vais regarder le sujet par la suite. Puis, on va se rendre jusqu'à l'exercice 6. Puis, ça va être la fin pour cette capsule.
veux pas la rendre trop longue, mais je veux quand même me rendre un petit peu plus loin pour pas que les autres capsules soient trop longues également. Donc, il va y avoir des unités de mesure très très importantes en chimie alimentaire. Ceux qu'on va utiliser fréquemment, vous les voyez ici. Dans les valeurs qui sont là, il y en a une qui est vraiment différente des autres, c'est la masse volumique. Ça, c'est vraiment différent. Parce que les autres, la grande majorité, c'est des concentrations, sauf pour le dernier qui est aussi différent, qui est un pourcentage de valeur quotidienne. Mais la masse volumique, c'est des grammes par millilitre, puis je vais vous en reparler dans quelques instants, plus en détail. Elle, ce n'est pas une concentration. Donc faites très très attention, souvent les gens pensent que c'est des concentrations, les masses volumiques, ce n'est pas le cas. Okay? Les autres qui sont ici, les 4 qui suivent, c'est la concentration molaire volumique. Ça, c'est une des concentrations qu'on va voir le plus fréquemment en chimie. C'est en mol par litre. Donc ça, c'est une concentration. Le pourcentage massique, c'est une autre concentration. C'est un pourcentage de masse par rapport à une masse totale. On va en reparler également. Donc les concentrations, on va les voir probablement dans la prochaine capsule. Donc en détail, on va voir les 4 concentrations qui sont ici. Donc, pourcentage massique, pourcentage volumique, c'est similaire à massique, sauf que c'est avec les volumes. Le pourcentage masse-volume, c'est un mélange de masse puis de volume. Donc, vous voyez pourcentage masse-masse, pourcentage volume-volume, pourcentage masse-volume. Donc, ça, c'est des concentrations, tout comme les moles par litre. Et finalement, vous avez le pourcentage de la valeur quotidienne que vous allez souvent voir lorsque vous regardez des produits, puis là, vous allez voir, ah, il y a combien de vitamine C. Là, c'est écrit, ah, il y a tant de pourcentage de la valeur quotidienne. Je vais en reparler, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, nous, ce qu'on va souvent avoir, c'est qu'on va avoir la masse volumique comme donnée physique parce qu'on en a besoin, cette valeur-là, donc la première, pour faire des calculs qui vont avoir en lien les concentrations. Okay? Et les concentrations, ce que vous allez avoir souvent, c'est des moles par litre en chimie. Mais les autres sont des concentrations que vous avez de façon plus souvent sur justement les emballages. Donc, ce que vous allez avoir aussi, c'est ce qu'on appelle la teneur d'un ingrédient. Ça aussi, c'est quelque chose que vous allez voir en pourcentage sur les emballages, puis je vais vous montrer comment les calculer. Donc là, ce qui nous intéresse pour la capsule 4, celle-ci, on va se contenter de regarder la masse volumique. La masse volumique, c'est indiqué par la lettre grecque qui s'appelle ρ. Okay? Donc c'est comme un P, mais un petit peu différent. Là. Moi, ce que je dessine souvent, c'est il y a un petit peu en italique, là, comme P. Il y a une bande qui n'est pas directement droite, là, mais c'est difficile à dessiner comme il faut. Mais ça ressemble à un P, mais c'est pas un P, hein, c'est une lettre grecque. Donc, comment on le calcule? La masse volumique, c'est la masse, qui est généralement en grammes, donc ici, habituellement en grammes, divisé par un volume qui est généralement en millilitres. Donc, on parle, pour la masse volumique, des unités qui vont être des grammes par millilitre. Donc, masse divisé par volume. Donc, si je veux savoir c'est quoi la masse volumique d'un certain jus de pomme filtré, on me dit par exemple la masse volumique, c'est ça. Okay, c'est 1,015 g de jus par millilitre de jus. Mais ça va me permettre de pouvoir savoir, OK, si on me donne un volume, je peux passer en grammes, ou si on me donne un nombre de grammes, je peux passer en volume. OK? Donc ici, si je cherche c'est quoi la masse de 425 ml de ce jus, je suis capable de faire le calcul. Je vais vous montrer comment le faire. Je vais donc vous montrer pour l'exemple 1. Donc dans l'exemple 1, ce qu'on veut, c'est connaître la masse, par exemple, de 425 ml de notre jus de pomme. Puis on a la masse volumique. Donc ici, oups, ça devrait être grammes par millilitre. Donc qu'est-ce qu'on fait?
c'est que normalement, la masse volumique, l'équation, c'est masse divisé par le volume. Mais moi, si je recherche la masse, ça veut dire que je dois isoler le m. Donc là, vous devez faire un petit peu de... pour d'isoler une variable dans une équation avec des variables. Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, venez m'en parler, venez me voir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment faire des petits trucs là, pour vous démêler là-dessus parce qu'on va en faire de temps en temps. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le V pour l'amener de l'autre côté de l'équation. Puis quand on l'amène de l'autre côté, vu qu'il était ici en bas de la division, il va s'en aller en haut de l'autre côté, donc il va être rendu en multiplication. Donc ici, ça va être la masse volumique fois le volume. Parce que le M, il est rendu tout seul de son côté. Là, ça n'a pas d'importance si vous regardez l'équation de droite à gauche, de gauche à droite, c'est similaire, c'est pareil. Donc, au fond, pour avoir la masse, il faut prendre la masse volumique fois le volume. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Puisque c'est une multiplication, je regarde le 425 ml, il y avait juste 3 chiffres négatifs, donc je m'arrête à 431, parce que je pourrais écrire plus de chiffres négatifs, mais il faut que je me limite. L'autre exemple, pour le deuxième cas, on vous parle d'une masse volumique de l'alcool. Et on vous dit que c'est possible à partir de cette masse volumique-là de passer de la masse à un volume ou du volume à la masse. Donc ça, je vous ai montré comment passer d'un volume à l'aide de la masse volumique à une masse. Mais pour passer d'une masse à un volume, on cherche l'équation, plutôt que d'isoler M, il faut isoler V. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre V, l'amener de l'autre côté, puis prendre ρ, donc le P bizarre, et de l'amener du côté. C'est comme si V et le ρ changeaient de place. Okay? Donc, ils font un switch. C'est pour ça que maintenant, l'équation, c'est le volume, c'est la masse sur la masse volumique. Mais ça, c'est comment utiliser les variables algébriques. Donc, si vous avez de la difficulté, encore une fois, venez me voir lorsque possible. Je reviens maintenant avec un exercice que je veux que vous tentiez de faire. Donc, juste donnez-moi un instant. J'essaie de... comme ceci. Donc, vous donnez l'exercice. Donc, vous avez ici l'exercice 6. On va s'arrêter sur cet exercice-là. Donc, je vais vous laisser le compléter, puis je vais vous montrer c'est quoi la réponse par la suite. Donc, je vous me dis, vous avez un test de contrôle de qualité dans une érablière. On recueille des données pour le sirop d'érable qui sont les suivantes. Quand on prend un volume, on calcule sa masse, et on fait ça 3 fois. Pour différents volumes, on a différentes masses. On veut savoir c'est quoi la masse volumique du sirop pour chaque essai. C'est-à-dire, vous devez en calculer un pour l'essai 1, un pour l'essai 2, un pour l'essai 3. Évidemment, c'est la même équation à chaque fois que j'ai montré pour calculer une masse volumique. Assurez-vous de l'exprimer avec ses unités et le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ça va toujours être le cas lorsque vous allez faire des exercices. Il faut toujours avoir les unités et le bon nombre de chiffres significatifs. Après ça, une fois que vous avez calculé la masse volumique pour chaque essai, 1, 2 et 3, calculez la masse volumique moyenne de ces 3 essais-là ensemble. Donc, je vous laisse... donc, prenez le temps. Prenez un bon 5-10 minutes, peut-être. Si vous êtes rapide, peut-être moins, pour pouvoir bien faire l'exercice. Assurez-vous d'avoir les bonnes unités, les bons chiffres significatifs. Puis, vous pourrez ensuite reprendre, donc reprendre la vidéo. Donc, mettez-la à pause pour l'instant. Car je vais vous donner la réponse maintenant. Donc, la réponse pour cet exercice-là est la suivante. Donc, ici, j'ai fait le calcul pour la masse volumique 1, 2 et 3, donc l'essai 1, 2, 3. Toujours la même équation, soit masse divisée par le volume. Donc, la masse du premier essai divisé par son volume, ça me donne la masse volumique suivante.
La même chose pour le 2, mais cette fois-ci, la masse est plus petite parce que le volume est plus petit. Ça me donne une masse volumique un petit peu différente, mais quand même pas très loin. Évidemment, vu que c'est le même sirop d'érable, je m'attendrais à avoir une masse volumique pas mal similaire, sinon il y aurait un problème de précision. Puis après ça, vous avez la masse volumique 3 qui est ici pour le C3 avec le résultat, donc tout en grammes par millilitre, tous avec 3 décimales ou plutôt 4 chiffres négatifs. Pourquoi 4 chiffres négatifs? Parce que ici, mon volume est à 4 chiffres négatifs et la masse est à 5, mais le plus petit chiffre, quand je fais ma division, c'est celui qui a seulement 4 chiffres négatifs. Même chose pour le 2, même chose pour le 3. Donc 4 chiffres négatifs, lorsque je fais ma moyenne, encore une fois, vu que j'additionne mes 3 valeurs, puis je vais diviser par 3, mais le 3, c'est pas grave, les chiffres significatifs pour le 3, c'est très exactement 3 essais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les unités puis je les ai mis à l'extérieur. Quand vous écrivez comme ça une division, j'aurais pu ne pas mettre les parenthèses, parce que lorsqu'on écrit notre division de cette manière-ci, par défaut, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Donc, lorsque vous allez pitonner sur votre calculatrice et que vous voyez une division où il n'y a pas de parenthèse, mais que c'est une division avec une ligne, puis après ça, il y a quelque chose d'autre qui est écrit, c'est que par défaut, il y a des parenthèses. Donc, il faut les mettre lorsque vous faites à votre calculatrice. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que justement, j'ai mis toutes les unités à l'extérieur plutôt que de les répéter pour chaque essai, parce que je sais que c'est la même unité pour chaque chose ici. Et ça me donne la valeur moyenne de 1,145 g par millilitre comme résultat. Donc j'espère que ça va bien, que vous n'avez pas trop discuté pour l'instant. Je sais que des fois les calculs, surtout lorsqu'on commence avec, par exemple, des formules mathématiques, ça peut être complexe pour certaines personnes. Vous vous sentez moins à l'aise. Venez me voir, je vais essayer de vous donner des trucs, comme je vous dis. Parce que par la suite, on va commencer les concentrations, puis ça va être un élément extrêmement important du cours. Puis je sais que même si on commence ça dans la semaine 2, c'est pour justement vous donner le temps de pratiquer, puis de pratiquer, puis de pratiquer. Donc, si jusqu'à maintenant ça va bien, les notions, c'est parfait, ça se peut que les 2 prochaines capsules vous demandent un petit peu plus d'exercice et que vous ayez à poser un petit peu plus de questions. Mais c'est normal, faites-vous-en pas. Mais si vous en avez déjà, c'est correct. Venez me poser dès que possible. Là-dessus, je vous souhaite de bien aller, puis de vous revoir à la prochaine capsule.